suis évidemment ravi de vous accueillir pour ce qui va être la première présentation, j'allais dire en France, mais Patrick Caron vient de me dire que c'est tout court, première présentation tout court du rapport du panel d'experts de haut niveau du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale. Et avant d'aller au cœur du sujet et vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai envie de passer par une observation, une remarque personnelle, a fortiori, parce que je vois quelqu'un dans cette salle avec un immense plaisir. Donc je vais lui rafraîchir la mémoire, et la vôtre et la mienne en même temps. Je veux vous dire que je vis avec un bonheur ce moment de rencontre éphémère avec les instances internationales. Je les vis avec grand plaisir. Parce qu'il y a un quart de siècle, j'avais l'honneur de conduire la délégation française au Codex Alimentarius pour dans le comité du lait et des produits laitiers. Et figurez-vous que si j'ai un seul fait d'armes dans ma vie, dont toute ma famille a connaissance bien sûr, mais ça s'arrête là, c'est le fait d'avoir le sentiment d'avoir un jour, peut-être sauvé les fromages au lait cru. Et le directeur général de l'alimentation à l'époque, que j'avais réveillé presque nuitamment pour obtenir l'accord des autorités françaises pour agir à l'inverse de ce que suggéraient les Américains. Ce que suggéraient les Américains, c'était de permettre la circulation des produits laitiers à la seule condition qu'ils aient subi un traitement thermique ou tout traitement d'effet équivalent. Ils avaient mis ça dans une norme du Codex dans un projet de norme du Codex Alimentarius. Imaginez le bazar dans les filières fromage au lait cru en France. Donc j'avais évidemment remarqué le traquenard et j'avais réveillé Philippe Guérin, qui est devant moi. Je suis presque ému de le voir. Voilà. Donc merci cher Philippe, et tu as bien voulu faire droit à ma demande, et je crois qu'on a tordu le cou à cette initiative sauvage des Américains qui nous auraient peut-être empêché d'exporter nos fromages. C'était il y a longtemps. Voilà. Donc je tenais à le dire, et évidemment après je reviendrai à des considérations, à des préoccupations nationales, mais celle-ci correspondait à mes 3 ou 4 ans passés à la tête de cette délégation française où je garde d'excellents souvenirs, ça va de soi. Et une solide réputation au sein de ma famille, vous avez bien compris. Voilà. Alors, un mot quand même avant de passer la parole à Patrick Caron. Pour tout vous dire, à l'époque, il y a 25 ans, c'était une espèce de maquis, les instances internationales pour moi. Et j'ai demandé à ma collaboratrice bienveillante, Florence, de me préparer 2-3 éléments d'ouverture de la séance pour finalement vous rappeler, ce qui était d'ailleurs très bien pour moi, qu'il y a ce qu'est ce maquis finalement des organisations internationales. Et dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, il y a 3 agences onusiennes qui interviennent. Il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, alors créée en 1945, je lis. Il y a le Programme alimentaire mondial, ou PAM, créé en 1963. Il y a le FIDA, Fonds international de développement agricole, créé en 1977. Et puis, il y a le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui a été créé suite aux recommandations de la Conférence mondiale sur l'alimentation en 1974. Alors, il est hébergé par la FAO, mais rattaché au Conseil économique et social des Nations Unies à New York. Alors au début, et je lis, parce que c'était extrêmement intéressant pour moi et donc par conséquent nécessairement pour vous aussi, le CSA donc, s'attachait à augmenter la production mondiale de céréales et à stabiliser les marchés céréaliers mondiaux, partant de l'hypothèse que ces actions suffiraient à garantir une nourriture suffisante pour tous. C'est bien parce que ça n'a pas été totalement le cas qu'on est là aujourd'hui, sans se faire beaucoup de cachotterie. Et donc on est là aujourd'hui parce que finalement il faut qu'il y ait une instance, et c'est le Comité pour la sécurité alimentaire mondiale qui finalement examine de près les problèmes d'ajustement, qu'il s'agisse de la pléthore qui a des effets sur nos États, notre statut nutritionnel, nous, pays occidentaux, et puis sur aussi les situations de malnutrition qui là tiennent aux carences et aux manques. Mais les deux créant d'épouvantables dommages tenant au statut nutritionnel des populations concernées. Alors, le CSA, et ce qui est d'ailleurs amusant dans les instances internationales, c'est qu'on les numérote. On s'intéresse à la 42e session, là c'était le cas, celle qui a finalement donné mandat à un groupe d'experts de haut niveau.
de commettre un rapport sur, et par conséquent des recommandations, sur nutrition et système alimentaire. Et lors de la 44e session du CSA, eh bien, ce rapport a été adopté avec une feuille de route, avec une marche à suivre qui est d'ores et déjà annoncée, qui est le fait de lancer à l'appui de cette affaire-là un processus politique dit de convergence qui doit amener finalement les États à agir dans le sens des recommandations des experts. Alors, on se voit aujourd'hui pour, finalement, c'était un peu ma demande, confronter deux échelles, à la fois spatiales et temporelles. S'il y a des instances internationales, déjà, c'est bien parce que les problèmes considérés ne peuvent pas se résoudre à une échelle nationale. Donc elles n'arrivent pas de nulle part, ces instances. Mais si elles existent, et qu'on a, que je sache, à peu près partout dans le monde, des États souverains, à un moment donné, il faut croiser des échelles. Et ces échelles, c'est par exemple la politique de l'alimentation qui a cours en France, avec une actualité forte qui tient par exemple aux États généraux de l'alimentation, ça c'est le cadre français, et puis ces recommandations produites par le groupe d'experts de haut niveau, qui elles sont à l'échelle planétaire, sont à l'échelle mondiale. Et donc du coup, le but, c'est quand même de voir si on peut faire converger des préoccupations politiques ayant trait à l'alimentation, bien entendu, à une échelle nationale et à une échelle internationale. Et je voulais aussi parler des possibles conflits d'agenda et des possibles conflits d'échelle, temporelle. On est au-delà des échelles spatiales. On a toujours tendance à considérer que plus on est près du terrain et plus on est près des usagers, plus il faut agir vite. Or, ces dynamiques d'exigence pour après-demain, de prendre un décret, une loi ou on ne sait quoi, n'existent pas vraiment dans les instances internationales. Les instances internationales renvoient à un cadre temporel qui est très différent, qui est finalement un processus de convergence lui-même, qui doit amener les États à prendre des mesures allant dans le sens du bien commun. Et à un moment donné aussi, j'espère que dans la conversation, on parlera un petit peu après du bien commun et de ce qu'est le bien commun, finalement, qui réunit des opérateurs privés, des opérateurs publics, qui réunit des intervenants d'organisations internationales et des responsables politiques nationaux, régionaux, départementaux, et ainsi de suite, donc toutes les échelles de décision, qu'elles soient publiques ou privées. Voilà. Alors, on va faire comme d'habitude, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et comme d'habitude, quand on organise une conférence au Fonds français pour l'alimentation et la santé, il y a un exposé liminaire qui va faire à peu près une quarantaine de minutes. En tout cas, c'est les indications qu'on a données à Patrick. Deuxièmement, il va y avoir un certain nombre de panélistes qui vont réagir à ça et qui vont dire comment ils reçoivent ces recommandations, qui représentent, je vous dirai qui après, voilà. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on fait toujours, et j'aurai l'honneur de l'animer, c'est-à-dire une discussion avec la salle, de sorte qu'on puisse voir si finalement ce processus de convergence s'engage sous les meilleurs auspices. Et puis, j'ai demandé au président de notre conseil scientifique et éthique, Claude Fischler, qui est tout à côté de Patrick Caron, de bien vouloir avoir l'œil du grand témoin et d'intervenir quand il le souhaite, s'il le souhaite. Il n'est pas nécessairement obligé, on ne lui a pas mis un revolver sur la tempe, mais il fait comme il le sent. Et donc, à partir de maintenant, je vais me mettre hors champ de la caméra, si vous le voulez bien, et je vais t'appeler à la tribune, mon cher Patrick.